9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Rares sont les nouveaux titres de presse à avoir les honneurs d'une dépêche AFP. Eh bien, c'est ce qui est arrivé hier à la Déferlante, revue féministe dont le premier numéro sort aujourd'hui. Une revue engagée, créée et dirigée par 4 jeunes femmes. Bonjour Emmanuelle Josse. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes l'une des 4 cofondatrices de la Déferlante. Alors avant qu'on parle de vos intentions et de vos motivations pour vous lancer dans la presse et la presse papier pour défendre cette cause, je vais vous faire écouter l'une des figures du féminisme, Benoît de Groult. Elle était l'invitée de Marc-Olivier Fogiel sur Europe 1. C'était il y a 11 ans. Nous étions en mars 2010. Je sais très bien que le féminisme n'est plus à la mode, que je suis ringarde et que c'est une mauvaise bannière. Bon, moi je la trouve toujours valable et je trouve ça encore très important, même en France. Pourquoi vous avez l'impression que c'est ringard aujourd'hui d'être féministe, Benoît de Groult ? Parce que je vois les jeunes générations. J'ai 3 filles, 3 petites filles, une arrière-petite-fille, donc le féminisme va très loin, vous voyez. Eh bien, je vois que pour elles, le mot féminisme, ça ne se dit plus. On dirait que ça leur enlève leur sex-appeal. Ah, carrément. De dire qu'elles sont féministes. Non, non, je ne suis pas féministe. Quitte à mener des vies féministes, être indépendante, travailler. Mais le mot est usé, parti, démodé, complètement. On est en 2010, Benoît de Groult qui nous a quittés en 2016. Vous avez ri 2 ou 3 fois pendant la diffusion de ce son. Emmanuelle Josse, pourquoi ? Et ensuite, je vous demanderai ce que vous pensez si le féminisme n'est plus à la mode. Je suis heureuse que la Déferlante puisse apporter un démenti en plus à une si grande dame que Benoît de Groult parce que justement on vit quand même une époque où le féminisme est à peu près partout. Il est en tous les cas présent dans quantité d'espace de la société française, au moins comme expression. Après, est-ce que derrière les changements suivent, c'est encore une autre question. Mais en tous les cas, la conscientisation et la capacité des femmes, des jeunes femmes, des femmes plus âgées à se revendiquer féministes aujourd'hui, je crois que j'aurais tendance à dire que le diagnostic est un peu différent de celui de Benoît de Groult. On a fait en 11 ans, beaucoup de choses ont changé en fait. Et c'est Benoît de Groult, c'est pas un homme qui lie féminisme et sex-appeal. Vous pensez que c'est antinomique ? Je réfléchirais pas en termes d'antinomie, justement. J'aurais tendance à penser Parce qu'elle dit, Benoît de Groult, les jeunes femmes ont l'impression que c'est ça et que c'est antinomique. Donc je vous pose à vous la question, qui est une femme et jeune et féministe. Je me positionne pas sur une question de sex appeal. Le fait est qu'aujourd'hui être féministe, c'est un moyen de je pense se conscientiser, s'affirmer en tant que femme, et c'est là que des publications comme la Déferlante jouent un rôle. C'est que réellement l'idée, c'est de donner des outils pour aider à comprendre la condition sociale à laquelle on appartient, et pour aussi se retrouver dans des collectifs où on échange, on débat sur des idées. Donc c'est davantage, il me semble, l'enjeu qui est important. Vous venez de répondre en partie à ma question suivante. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous et les 3 autres fondatrices que je vais citer, Marie Barbier, Lucie Geoffroy et Marion Pilas, à lancer une revue féministe ? On est d'abord parti du constat d'une effervescence sociale et politique manifeste, qui se manifeste aussi bien dans les espaces physiques avec des mobilisations de masse que dans les espaces numériques, avec régulièrement des séries de témoignages. Ça a commencé avec MeToo et cette séquence n'est pas finie, puisqu'il y a maintenant MeToo inceste il y a quelques mois, MeToo gay, donc c'est des choses qui sont au cœur de l'actualité, les violences sexuelles, on le voit tous les jours. On est aussi parti du constat d'une effervescence éditoriale, avec un grand nombre de publications sur le sujet, comme pour rattraper une forme de retard peut-être par rapport à tout ça. Et à l'inverse, par rapport à cette effervescence, on avait le sentiment qu'il n'existait pas et qui s'est vite avéré réel, une revue qui synthétise tous ces débats, qui prennent le genre au sérieux, qui en fasse un véritable outil pour analyser l'ensemble des questions de société. Et on s'est dit, on est 4, on y va, on fait notre média. D'un mot, pour qui ne connaîtrait pas et ne serait pas aussi poussé que vous, prendre le genre au sérieux, quelle définition vous donnez au genre ? Avant de le prendre au sérieux, qu'est-ce que c'est ? Le genre, c'est un concept utilisé par les sociologues et les sciences sociales plus généralement, en gros depuis vraiment le début des années 80, et qui consiste à considérer que la façon dont le masculin et le féminin dans la société sont distribués, ces rôles sociaux, ça détermine des expériences
expériences sociales différentes et des socialisations différentes. Et puis, c'est aussi des socialisations qui sont hiérarchisées. C'est-à-dire que le masculin et le féminin, ça n'est pas seulement qu'une histoire de différence, c'est aussi une histoire de, globalement, le masculin, tout ce qui est lié à la masculinité, a davantage de valeur que ce qu'on peut accorder aux expériences sociales des femmes. On le voit, par exemple, quand on veut disqualifier quelqu'un ou quelque chose, on féminise son nom et ça le disqualifie de fait. Dans ce premier numéro, vous publiez un texte d'Alice Zeniter sur une autrice afro-américaine noire, Zora Neale Hurston. Vous proposez un entretien avec la réalisatrice Amandine Gay, une femme noire adoptée quand elle était enfant par des parents blancs. Ce sont là deux exemples de l'approche intersectionnelle, comme on dit, que propose la revue, approche qui ne résume pas le féminisme à une question de genre. C'est ça, c'est-à-dire que l'intersectionnalité qui fait l'objet aujourd'hui d'une reprise politicienne et d'une forme de manipulation, je pense, au départ, c'est vraiment un concept scientifique, pareil, qui a été élaboré par une juriste américaine dans les années 90, Kimberly Crenshaw, et qui vise en fait à questionner la pluralité des dominations que l'on peut rencontrer dans l'espace social. Non seulement la pluralité, mais la façon dont elles se croisent, elles s'articulent. C'est-à-dire que, en gros, l'intersectionnalité, pour faire court, c'est une minorité dans la minorité de la minorité. Par exemple, une femme qui serait lesbienne, donc déjà une minorité, et en plus noire. L'idée, c'est de parler de son expérience sociale de femme lesbienne, pas seulement sous l'angle de sa sexualité, le fait qu'elle est lesbienne, mais par exemple le fait qu'elle est noire aussi, ça joue donc la question de la race, de quelle classe sociale elle vient également. Est-ce qu'on vient d'un milieu populaire ou d'un milieu plus aisé? Ce sont des choses qui jouent de manière différenciée dans l'espace social. Alors, dans La Déferlante, il y a également, parce que là on parle de manière très docte et très sérieuse, et c'est un choix aussi assumé de notre part, mais c'est aussi une revue très 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 agréable à feuilleter, aérée, avec une très belle maquette, on en parlera peut-être si on a le temps. Il y a également une bande dessinée dans ce premier numéro, elle est signée Colline Guérin et Jules Marot, Jules s'écrit J-U-L, qui refuse d'être assigné à un genre. Vous écrivez donc Yel, mélange de I et de L, et c'est là l'illustration d'un autre principe revendiqué de La Déferlante, c'est l'écriture inclusive. Comment se manifeste-t-elle au fil des pages? Alors, c'est plusieurs choix d'abord. C'est par exemple le fait d'introduire systématiquement le nom, le substantif sous sa forme féminine. C'est également la règle de proximité de l'accord du participe passé. On explique tout ça sur notre site, revueladéferlante.fr, pour ceux qui ne voudraient pas faire de la grammaire à 9h. C'est-à-dire que s'il y a 9 femmes et un homme dans une assemblée, voilà. L'adjectif qui la qualifie sera féminin et non pas masculin. Ouais, c'est ça. Ou un homme et 9 femmes, dans ce cas-là, un homme et 9 femmes étaient présentes, puisqu'on considère que le plus proche, c'est donc les femmes. Donc ça, c'est par exemple l'un de nos choix. Et puis derrière, c'est aussi l'idée d'une historicité de la langue, et donc le fait est que notre charte pourra évoluer si on a un jour le sentiment qu'il faut aller plus loin, peut-être dans cette volonté de dégenrer la langue, d'être inclusif. Ouais. Et donc voilà, c'est un questionnement et une prise en compte du fait que la langue est aussi un produit social, c'est le produit d'une histoire, et qu'on veut rendre compte de ça dans l'écrit. Comme l'Académie française, vous projetez déjà dans les siècles et les siècles, c'est pas le moindre. Quelle comparaison de vos qualités. Bah oui, c'était eux. Bah oui, c'était eux qui voulaient inscrire la langue dans la loi et que ça dure et que ça perdure. Les hommes, justement, il en sera question juste après une courte pause. Nous sommes avec Emmanuelle Josse, l'une des 4 cofondatrices de la nouvelle revue féministe qui sort aujourd'hui, La Déferlante. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie d'Emmanuelle Josse, l'une des 4 cofondatrices de la revue féministe La Déferlante, revue qui sort aujourd'hui. La revue des révolutions féministes, c'est le sous-titre, c'est un trimestriel. Les hommes, justement, on a parlé des femmes, on va parler des hommes maintenant. Il en est question dans un papier, un texte écrit par l'écrivain Martin Page qui pose une question intéressante. Peut-on être féministe quand on est un homme? C'est une bonne question et justement, je vous la pose. Justement, l'idée de La Déferlante, c'est d'ouvrir des débats sur ce type de questions. La réponse de Martin Page, elle est très intéressante en ce qu'il parle, lui, de sa propre expérience et de son vécu d'homme pour se demander comment il peut être un allié. La réponse qu'il donne, elle est intéressante au sens où il dit, en gros, ça part d'une déconstruction, c'est-à-dire questionner vraiment son expérience en tant qu'homme et s'interroger toujours sans cesse sur les modalités avec lesquelles on peut soutenir l'émancipation des femmes et plus globalement des minorités de genre. Et c'est ce chemin qu'il invite à ouvrir, qui n'est pas clos et qui est sans cesse une remise en question. Et là, vous m'avez parlé de lui, mais la question s'adressait à vous. Peut-on être féministe quand on est un homme ? À titre personnel, je pense qu'on peut être un allié réel, et ça passe d'abord par une
une déconstruction importante. C'est important de questionner la masculinité qu'on porte en soi, qui n'est pas du tout quelque chose d'individuel, qui est un effet de système. Et c'est à partir de ça qu'on peut s'interroger, et en écoutant les femmes, en écoutant ce qu'elles disent, en étant sensible à leur expérience, donc en acceptant de ne pas prendre la parole et d'être en retrait, qu'on peut être un allié féministe. Martin Page, justement, puisque vous parlez de déconstruction, il raconte une rencontre avec des lecteurs et des lectrices. Ça se passait dans une librairie pour la sortie d'un de ses livres. Il a l'impression que tout se passe bien. Il rentre chez lui jusqu'à ce qu'il lise sur un réseau social le point de vue d'une des participantes. Et elle était énervée que Martin Page ait interrompu la libraire. Et lui, il se dit, mais moi je fais ça avec tout le monde. Parfois il interrompt, s'il juge que c'est utile d'interrompre, aussi bien les hommes que les femmes. Et après il se dit, j'ai parlé comme un mec, fort, avec aplomb et en prenant beaucoup de place. La prise de parole en public, c'est clairement quelque chose qui relève, qui est comme toute expérience sociale, ça relève vraiment d'un moment où on voit le genre qui n'opère pas de la même manière. Les hommes, ils vont avec plus d'aplomb, ils ont plus de facilité, aussi à parler de sujets qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Je me permets de vous interrompre pour dire que les hommes parfois s'interrompent entre eux, donc quand un homme est avec une femme, il ne doit plus jamais l'interrompre. Le propos n'est pas là. Le propos est davantage de dire, quand on est un homme et qu'on est dans une conversation avec des femmes, dans des débats qui peuvent être virilents, je crois d'être conscient des modalités de la prise de parole qu'on a. C'est davantage d'être conscient de ça. Ça ne veut pas dire interrompre, cesser totalement d'interrompre les femmes, mais en tous les cas d'être conscient qu'on a plus de facilité à le faire parce que Et la déferlante est là pour conscientiser ce type de réflexe. Vous avez noté le petit lapsus que vous venez de faire ? Vous vouliez dire des débats virulents et vous avez dit des débats virilents. Je n'ai même pas eu conscience, excusez-moi. L'inconscient parle, c'est pas moi, je ne suis pas le premier à le dire. D'autres médias interrogent la place des hommes dans le combat féministe. C'est le cas par exemple du compte Instagram Awalpé, je ne sais pas si vous le connaissez, qui confronte de jeunes hommes à la réalité vécue par les femmes. Justement, quelle place les hommes peuvent-ils prendre dans le combat féministe ? À mes yeux, c'est celle que prend. Alors il y a les hommes cisgenres comme Martin Page, c'est-à-dire les hommes dont le sexe est assigné à la naissance est le même que le genre et leur expérience sociale. Puis il y a les hommes trans qui est un peu différent déjà comme dans l'identité d'homme. Ouais. Et la façon dont il est possible d'être allié, je crois que c'est vraiment cette déconstruction, le fait d'accepter que ce n'est pas eux qui vont prendre la parole en premier sur ces questions-là, et que pour parler des femmes, il faut les laisser parler en fait. Je vous laissais parler, je vous laissais terminer votre phrase, Emmanuel Josse. La déferlante, c'est le titre de cette nouvelle revue qui sort aujourd'hui. Qui a trouvé le titre et que signifie-t-il ? La déferlante, c'est l'une de nous quatre. Il me semble que c'est Marion Pilas qui l'a trouvée. On a beaucoup cherché. Et la déferlante, parce que d'abord, l'image est forte de ces mobilisations de masse, de ces déferlantes dans les rues, sur les réseaux sociaux aussi. La déferlante aussi, parce que ça fait référence aux vagues, ce qu'on appelle les vagues du féminisme. Donc une manière de séquencer des événements historiques. La première, la deuxième, la troisième vague. Donc ça, c'est une façon de parler qui est propre aux historiens. Et puis aussi, c'est un clin d'œil à cette injonction toujours faite aux femmes de ne pas faire de vagues. Voilà, il faut surtout pas faire de vagues et on a souhaité prendre un contre-pied par rapport à ça. Et c'est la raison pour laquelle on a pris ce titre. Mais je me souviens aussi, vous êtes une ancienne professeure et il y avait un hashtag dans l'éducation nationale qui était pas de vagues. Quelques mots sur la forme de la revue, j'en ai parlé. Le graphisme est lumineux et soigné selon Libération qui a publié un article très élogieux avant-hier. Maquette claire, aérée, colorée. Pourquoi avoir choisi le papier pour publier votre revue, parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents alors qu'ils sont nombreux sur Internet, c'est pour ça ? Alors, sur Internet, il y avait effectivement beaucoup de médias présents qui avaient tous leurs cibles, leurs propos et qui nous nourrissaient énormément. Mais on avait envie de revenir au papier parce que par rapport à ce flux d'informations, on avait envie de matérialiser quelque chose, de documenter une époque aussi, de documenter ce qui se passe et puis d'ouvrir d'autres espaces de réflexion parce qu'on n'aborde pas les enjeux de la même manière quand on les voit sur Internet, quand on les entend sur un média comme la radio avec beaucoup de podcasts féministes. Et quand on se pose et on a juste l'espace du papier et du print pour laisser décanter ce qu'on a entendu. Et la presse féminine est en train de s'enterrer et de rater complètement le virage féministe, n'est pas moi qui le dis, c'est la porte-parole de l'association Oser le féminisme, Céline Pic. Vous êtes d'accord avec elle ?
Je pense que la presse féminine a ses propres cibles et ses propres propos. De notre côté, la déferlante est sur un peu un autre type d'approche, qui est davantage la déconstruction de genre et le débat d'idées. Voilà, donc voilà. Ouais. Pourquoi pas de publicité ? Et quel sera votre modèle économique ? Parce qu'il faut en vendre. J'ai pas dit le prix encore. C'est 19 €. 19 €. Quel est votre modèle économique ? Quel est votre point d'équilibre ? Alors notre modèle économique, c'est on espère vraiment arriver d'ici 3 ans à 5000 abonnés. On a commencé d'abord à faire connaître le projet par une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank qui a vraiment bien marché avec 6000 préventes. Je vérifie mes chiffres pour ne pas. Vous avez raison. 6000 préventes. Et 2600 abonnés déjà. Alors ça, c'était à l'issue du KissKissBankBank. Dans les faits, là, on est sur une séquence un peu différente puisqu'on a un site en ligne de revue-la-déferlante.fr où la revue est également accessible et où les gens peuvent s'abonner. Et donc, on verra à l'issue de la fin d'année si on a réussi ce premier pari. Et d'ici 3 ans, on espère 5000 abonnés. Donc, un moyen de fidéliser vraiment à la fois une communauté et puis de stabiliser notre trésorerie puisque c'est là l'enjeu. Avec 5000 abonnés, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'on arrive à se payer ou est-ce que vous faites cette revue un peu par militantisme et vous avez toutes d'autres métiers à côté ? On le fait certes par engagement, mais je crois que c'est vrai de toute personne qui lance un média à l'heure actuelle. Il faut y aller. Ce n'est pas une économie facile, donc il faut y aller avec une envie. J'ai mal posé ma question. Est-ce que vous vous payez ou est-ce que tout l'argent sert à payer le papier et la fabrication ? Et d'ici 3 ans, on souhaite vraiment se payer et on fait en sorte de se payer parce que les femmes doivent gagner leur vie. Merci beaucoup Emmanuelle Josse. Vous êtes la cofondatrice de la Déferlante avec Marie Barbier, Lucie Geoffroy, Marion Pilas. Le premier numéro est en kiosque aujourd'hui et il coûte 19 €. Merci d'avoir été avec nous. En librairie plutôt. En librairie.